Effectivement, bonjour Clémentine Autain. Bonjour. L'une des porte-voix de Jean-Luc Mélenchon dans cette élection. Le premier tour a lieu dans 2 semaines. On observe une montée, un frémissement et peut-être même plus des sondages en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas encore qualifié pour le second tour. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que celui-ci arrive au second tour de l'élection présidentielle? Vous savez que le quinquennat Hollande a beaucoup désespéré ce qu'on appelait le peuple de gauche. Donc nous, ce que nous avons enclenché, c'est une dynamique qui donne à voir une proposition nouvelle qui s'inscrit dans cette tradition de la gauche. Et donc il faut renouer ce lien de confiance. Et aussi toutes celles et ceux qui sont écœurés par la politique en général, qui pensent qu'elle ne peut plus rien, qu'elle ne peut pas améliorer le quotidien, et c'est à elles et eux que nous tendons la main en disant non, ça n'est pas vrai, cette élection va changer vos vies, soit pour aller vers un président des riches toujours plus sûr de lui-même, soit pour que l'extrême droite prenne la main, et dans ce cas-là, avec toutes ces obsessions identitaires, il y a une autre option, qui est une option de progrès humain, et c'est celle que nous proposons. Cette option que vous proposez, elle nécessite un vote utile, entre guillemets, que vous demandez finalement à des électeurs de gauche, mais qu'est-ce qui pourrait les séduire? Je pense par exemple aux électeurs du candidat communiste, Fabien Roussel. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes opposés, le nucléaire par exemple. Qu'est-ce qui pourrait les convaincre, malgré leur désaccord, de voter pour Jean-Luc Mélenchon? La possibilité d'aller au second tour. Mais seulement, je n'aime pas... quand sur les sujets de fond, vous êtes opposé. Je reprends l'exemple du nucléaire. Fabien Roussel veut des centrales, vous n'en voulez pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Avec les communistes, vous savez que les points d'accord sont quand même très importants. Moi, j'ai fait 5 ans j'ai siégé pendant 5 ans là, au Parlement, et nous avons vu que nous avons voté quasiment systématiquement la même chose. Après, les électeurs communistes se décideront. Ils ont fait le choix d'avoir un candidat, et je le respecte. Mais là, nous avons une opportunité historique de changer l'ambiance dans le pays. Si vous avez un second tour Macron-Mélenchon, puisqu'il semble que Macron pourrait être au second tour, ou si vous avez un second tour Le Pen, Macron, vous imaginez bien que ça n'est pas du tout la même chose. Nous pourrions alors parler de partage des richesses, de services publics, de la retraite à 60 ans que nous voulons quand eux veulent impérativement nous faire travailler plus longtemps. Donc ce sont tous ces sujets-là que nous voulons mettre sur le devant de la scène, et c'est une opportunité historique. Donc j'appelle en effet la responsabilité, non pas au vote utile, j'ai envie de dire au vote vital pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui, vous savez, c'est dur quand on est dans la galère parce que avec l'inflation, c'est... L'inflation, vous parlez de vos propositions, il y en a des très concrètes, c'est celle de bloquer les prix de l'énergie. Vous voulez, ramener le carburant à 1,40 €. On entendait dans le journal que le gouvernement, donc à partir du 1er avril, va baisser ce prix à la pompe de 15 voire 18 centimes dans certains cas, dans le meilleur des cas. Mais comment vous faites, vous, concrètement, pour arriver à 1,40 €? Ça paraît quand même, a priori, difficilement crédible. Comment vous faites, concrètement? Bloquer les prix, vous savez, il n'y a rien de plus simple, c'est un décret. Ça a déjà été fait. Mais comment on compense? Comment l'État compense les taxes qu'il perd en mettant le super samplon à 1,40 €? Vous savez que des grands groupes comme Total et d'autres ont dégagé pendant la crise des milliards d'euros de dividendes. Nous, ce que nous disons, et c'est pas simplement sur la question de l'essence, c'est plus global dans notre projet de financement, c'est qu'il faut aller taxer les grands groupes qui font des profits indécents pour permettre de bloquer les prix et pour permettre d'augmenter les salaires, puisque nous voulons porter le SMIC immédiatement à 1 400 € et rehausser également les minima sociaux. Mais c'est faisable immédiatement, Bien sûr que c'est faisable immédiatement. Le jour où Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir... Le blocage des prix, c'est un décret. C'est un article du Code du commerce, L412-2, je crois, de mémoire. Et les entreprises payent la différence. Et les entreprises payent la différence, et ils ont des marges. Les grands groupes ont des marges. Donc, ce qui ne va plus, c'est qu'on n'a pas les moyens de se payer des dividendes pour les actionnaires aussi colossaux quand vous avez des millions de gens qui n'ont pas des problèmes simplement en fin de mois, qui ont des problèmes dès le début du mois. Ça n'est pas acceptable. Et le gel, vous savez, dans la fonction publique, il faut aussi dégeler les salaires, parce que ça fait maintenant, on va finir par compter en décennies, que ce gel des salaires fait aussi qu'il y a une paupérisation, dans ces métiers-là. Donc oui, nous voulons que celles et ceux qui travaillent puissent gagner correctement, dignement leur vie, et que celles et ceux qui ne sont pas dans l'emploi profitent du partage des temps de travail que nous allons opérer. Encore une fois, je me permets d'insister, est-ce que le système économique
social, environnemental est prêt aux réformes radicales que vous proposez, notamment sur le carburant. Je cite François Ruffin, un de vos amis à la France Insoumise. Si demain Jean-Luc Mélenchon est élu, il y aura en face, il y aura toujours, je le cite, le MEDEF, le FMI, un ordre bourgeois qui viendra dire c'est pas possible. Mais ça, vous ne le craignez pas? Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut casser cet ordre le jour où Jean-Luc Mélenchon arrive aux affaires? Ce qu'il faut, c'est le nombre. Vous savez, c'est le nombre. Quand, en 1936, on a fait les congés payés, vous croyez quoi? Que le patronat, à l'époque, il était d'accord? Non. Ce qui a tout changé, c'est la mobilisation populaire. Donc moi, ce que je dis à celles et ceux qui nous regardent, c'est que là, dans 15 jours, c'est notre mobilisation dans les urnes qui peut commencer à enclencher un mouvement pour que, enfin, la marche de l'égalité soit reprise dans notre pays. Vous savez, on est en République, on nous fait beaucoup de leçons de République, mais la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Or, la liberté, aujourd'hui, elle est confondue avec le libéralisme. L'égalité, elle est en marche arrière, et la solidarité, moi, je crois qu'elle est morte dans la mer Méditerranée. Donc, notre projet, il est profondément républicain, et il vise à redonner de la fierté, de la dignité au monde populaire. Est-ce qu'une partie des électeurs de gauche ont encore un peu de mal à y adhérer, en regard de la position de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine, vis-à-vis de ce qui est considéré comme de la mansuétude qu'il a eue vis-à-vis de Vladimir Poutine pendant des années? Est-ce qu'il n'y a pas une réticence d'une partie des électeurs de gauche sur cette question? Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que le mouvement de la France Insoumise veut entraîner le camp de la paix. Voilà. C'est ça. Autour de l'Union populaire. Non, mais c'est un parti. Ça, c'est le point de départ. Mais dans les faits, par exemple, le président Zelensky est venu à l'Assemblée nationale. Enfin, n'est pas venu, justement, à parler en visioconférence aux députés. Vous y étiez, vous avez salué cette initiative. Mais dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon dit sur France 2 cette semaine, encore une fois, qu'il ne faut pas livrer des armes à l'Ukraine, à la résistance ukrainienne, ce que demande le président Zelensky. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? D'abord, c'est une question assez complexe et qui peut faire débat dans notre grande famille politique, la question de livrer immédiatement des armes, parce qu'à la fois, nous voulons entraîner le camp de la paix, et nous savons depuis Jaurès que la logique de guerre n'amène pas la paix, donc ça, c'est un sujet. Et après, il y a l'immédiateté, effectivement, de savoir si on doit livrer des armes. Donc ça, c'est une question, mais quelle est votre position, Madame Autain? Vous connaissez le point de vue de Jean-Luc Mélenchon, quel candidat que je soutiens et pour lequel j'appelle à voter pour dans 2 semaines. C'est le point de vue de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Pas le vôtre ce matin. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est son point de vue. Et écoutez la logique générale que nous défendons. Nous défendons le camp de la paix, et pour cela, nous avons des propositions géopolitiques importantes, parce que il faut mener le rapport de force avec Poutine, qui est un tyran extrêmement dangereux, et c'est l'urgence du moment. Mais pour éviter d'être confronté à des guerres, y compris aux portes de l'Europe, il faut une vision stratégique qui renforce, par exemple, l'ONU et permette à la France de sortir de l'OTAN. Vous admettez qu'il y a un débat, quand même, y compris au sein de votre parti, entre votre position, par exemple, et ceux qui renvoient dos à dos l'impérialisme de l'OTAN, comme le disent certains, non, ça n'est pas vrai. Et Vladimir Poutine. Ça n'est pas vrai. Les positions alors là, pour le coup, les positions de Jean-Luc Mélenchon sont totalement caricaturées, y compris par des candidatures qui se disent de gauche. Ce qui, moi, me met dans une colère incroyable. À quoi jouent ces candidats, et cette candidate en particulier, je pense à Anne Hidalgo, notamment, à de plateau en plateau, expliquer que nous serions les amis des dictateurs. C'est indécent. Donc c'est faux. Dire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, non aligné, c'est-à-dire ne pas se mettre dans la main des Américains, ou etc. Bon, c'est un point de vue. Mais dès qu'il y a eu cette invasion en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon a fait un communiqué pour dire que le seul responsable de cette guerre était Vladimir Poutine. Donc il faut arrêter d'expliquer que Jean-Luc Mélenchon renverrait dos à dos Non, ça n'est pas le sujet. Bien sûr que ce sont les Ukrainiens qui sont aujourd'hui sous les bombes, et que c'est le tyran Poutine qui est responsable de cette guerre, et que nous comptons non seulement sur le peuple ukrainien aujourd'hui est d'une résilience incroyable, mais aussi sur les Russes qui s'opposent, qui osent s'opposer à Poutine, qui pourtant est de plus en plus virulent en matière de censure et d'autocratie. Clémentine Autain, on revient à l'état des lieux donc de cette présidentielle à 2 semaines du premier tour. La montée de Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, est réelle, mais il y a quand même une hypothèse qui est la plus sérieuse de second tour. Vous l'avez vous-même évoqué, c'est celle d'un duel Macron-Le Pen, comme en 2017. Est-ce que vous êtes, troublé par l'imminence de ce possible duel? Est-ce que, comme en 2017, vous pensez que de nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne choisiront pas?
si cela arrive. Moi, si j'ai une bataille, c'est que nous soyons au second tour. Oui, parce que je prends l'autre hypothèse. On a pris l'hypothèse mais dans ce cas-là, le problème est réglé. Victorieux. Qu'est-ce qui se passera si vous n'êtes pas au second tour et qu'il y a ce duel Macron-Le Pen ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si nous sommes au second tour, le problème est réglé. La menace de l'extrême droite est réglée. Non, mais que chacune et chacun qui nous écoute et qui ne veulent absolument pas de l'extrême droite, y réfléchissent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'annoncent la plupart des sondages qui voient Marine Le Pen au second tour. Qu'est-ce que vous ferez ? Écoutez, on vous le dira le dimanche soir. Moi, je ne me mets pas dans une perspective que je combats. J'ai 15 jours pour combattre cette hypothèse. Je ne vais pas... De nombreux électeurs seraient prêts, de nombreux électeurs de la France Insoumise seraient prêts à voter Marine Le Pen si l'on en croit différentes études qui ont été publiées ces derniers jours. Écoutez, on n'y est pas, voilà. Ouais. Et comptez sur nous, en tout cas, pour être très, combatif contre l'extrême droite. Et pas simplement le temps d'un soir, hein, parce que M. Macron, qui devait être un barrage, on s'est rendu compte qu'il a été bien souvent une passerelle et qu'il ne nous a pas permis d'endiguer cette montée des idées d'extrême droite. Donc c'est pourquoi nous prendrons nos responsabilités, mais vous savez bien que nous ne sommes pas qu'on est face à un problème qui est un problème au long cours, idéologique, et nous, point par point, nous nous opposons à cette extrême droite qui gangrène les esprits. Merci Clémentine Autain, vous êtes donc députée, soutien de Jean-Luc Mélenchon, on l'a beaucoup entendu ce matin, et aussi auteur, je le précise, vous avez publié une dizaine d'ouvrages, dont celui-ci, c'est le dernier livre que vous publiez, Les faussaires de la République, aux éditions du Seuil dans la collection Libelle. Merci beaucoup, à vous. Suite de Télématin, bonne journée.